Voilà la transition qui va bien. Bonsoir à tous. Pierre, vas-y, voir si on t'entend. Bonsoir, bonsoir. Ça m'a l'air tout bon. Ça m'a l'air tout Parfait. bon. Les images, je les ai bien mises. Diapo, nickel. Ok, écoute, ce soir, Pierre vient de nous présenter la supplication de Svetlana Alexandrovna Alexeyevich. Bien écoute, la parole te revient, puisque comme j'ai dit, je n'ai pas fait grand-chose dessus, et puis je connais pas ni le livre ni l'auteur, même si j'ai vu qu'elle était l'auteur aussi de La fin de l'homme rouge, qu'un jour je lirai, ça me tente bien. Donc voilà, vas-y, à toi, à toi. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer par une petite biographie de l'auteur, avec un E cette fois-ci. Ah non, on Donc, dit autrice, non? Madame, C'est pas ça. j'en sais rien comment on dit. J'ai vu que Encore une connerie, ça. les féministes nous disaient qu'il fallait dire autrice, et comme autiste. Ah, c'est affreux. Bref, vas-y, on voit. Rien que pour les faire chier, on le fera pas. Svetlana Alexandrovna Alexievitch est née le 31 mai 1948 à ce qui était à l'époque Stanislav, aujourd'hui Ivano-Frankivsk, en Ukraine. Mais elle n'est pas ukrainienne. Elle est d'une famille bélarusse, qui était relativement modeste, mais comme l'était n'importe quelle famille de classe moyenne soviétique à l'époque. Hein. Son père militaire, euh, elle a dû bouger avec son père, comme tout enfant de militaire, et donc elle est partie en Russie, en Extrême-Orient, dans les pays baltes, en Ukraine, au Bélarus, etc. Et donc on a une première expérience juvénile qui lui permet de toucher assez tôt la diversité et la complexité du peuple soviétique, qui était à l'époque le peuple soviétique, donc avec ses milliers, j'exagère peut-être, mais ses centaines d'ethnies, ses langues multiples et variées. Après ses études secondaires, elle s'inscrit à la faculté de journalisme de l'Université d'État de Minsk et elle obtient son diplôme en 1972. C'est à cette époque qu'elle commence à travailler comme correspondante pour différents journaux bélarusses. Et dès ses débuts, elle se distingue par une approche assez empathique, je dirais presque féminine, si j'oserais la provocation, et refuse les récits assez officiels standardisés de la Pravda, des comptes rendus purs et simples du journalisme soviétique de l'époque, et préfère recueillir la parole des citoyens. À la fin des années 70, Alexievitch se lance dans ce qui sera son œuvre tout au long de sa vie, c'est-à-dire recueillir et publier les témoignages oraux, les croiser et les monter comme une sorte de roman polyphonique avec plusieurs voix, en fait des romans à plusieurs voix, où les voix se répondent et où chaque voix compte dans le récit. Elle donne alors une place centrale à ces récits et dépasse le journalisme classique qui est uniquement de raconter ce qui s'est passé pour créer une espèce de forme littéraire un peu plus développée qu'elle appelle elle-même, entre guillemets, hein, la littérature des voix. Je cite. C'est une méthode qui consiste donc à interviewer des centaines, voire des milliers de personnes ordinaires, plus ou moins ordinaires, de toute classe sociale, et sans aucun filtre ni jugement. On restitue réellement, de façon intime, la réalité historique via les voix. Il n'y a jamais de notes de sa part. Ces livres sont uniquement des reprises d'interviews, en quelque sorte. Ok. Son objectif est de capter l'expérience humaine dans toute sa complexité, que ce soit avec les douleurs, les contradictions et certains silences qui en disent beaucoup plus sur ce Et, que les gens veulent raconter que ce qu'ils disent. et juste une petite question du coup. Je sais pas si tu. Enfin, même si j'ai lu, toi tu m'envoies toujours tes propos, donc je sais à peu près ce que tu vas dire, même si là je l'ai lu qu'une fois, donc j'ai un peu oublié. Dans le cadre du travail là, qu'elle a fait, dont on va parler, tu dis qu'elle interroge des gens de toute classe sociale, mais il est peu probable qu'elle ait eu des gens vraiment haut placés dans la nomenclature de l'époque, si. Bon, elle a quelques scientifiques de très haut calibre. Je crois que dans l'ouvrage, elle interviewe le directeur de la science nucléaire à l'époque de Tchernobyl de l'université de Moscou, quelque chose comme ça. D'accord. Et effectivement, on n'est pas sur des grands. Ouais, il n'y a pas la C'est nomenclature le plus haut politique. qu'on voit. Oui, On d'accord, n'a pas de d'accord. politique. D'accord, De d'accord. toute façon, je pense que les politiques auraient refusé de répondre, de On toute est, façon. on est d'accord, mais du coup, ça m'intéressait de voir s'il y avait quelque chose comme ça. Ok, ok. Si. Mais on a quand même, voilà, tu vois, certaines personnes qui étaient quand même haut placées et qui ont vu la moyen dont s'est réglée l'affaire de haut, pas uniquement le Pékin moyen qui habitait dans Pripyat en 85, quoi. Ok. Voilà.
Donc, elle a écrit 6 livres, en tout cas 6 livres traduits en français, qui sont tous intéressants. Le premier est La guerre n'a pas un visage de femme. Tu peux mettre la photo numéro 3. Ah oui, oui, Je sais oui. pas si... Excuse-moi. Parce que du coup, on a raté la photo de la dame. Ouais, Mais j'étais c'est pas très focalisé sur ton important. propos. Excuse-moi, je t'écoutais et du coup, j'ai. Pas de souci. Voilà, donc ça, c'est Madame Alexievitch. Et La guerre n'a pas un visage de femme. Tous ces livres utilisent la même formule. Hein. On est tous sur tous les livres sont des compilations en quelque sorte d'interviews, même si compilation n'est pas le bon terme sûrement. Donc La guerre n'a pas un visage de femme, écrit en 1985, qui est un livre qui est en quelque sorte le premier à briser le silence sur l'expérience des femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, en dehors des films de propagande qu'ont pu réaliser les cinéastes soviétiques dans les années 50 et 60, et à travers des centaines de témoignages de combattantes, des infirmières, des pilotes, des résistantes, des dames qui ont simplement vu les Allemands passer puis les Russes passer dans l'autre sens, pour faire simple, Alexievitch montre la guerre à travers le prisme du genre féminin, avec les violences inhérentes à la guerre, qui sont spécifiques au féminin, le viol, l'agression des enfants, la relation à l'enfant, la relation au mari, et les humiliations qui vont avec, donc sur les mêmes thématiques. Le deuxième livre, publié en 1985, est Dernier témoin, les enfants de la guerre, qui est ici un ouvrage qui donne la parole à cette génération d'enfants qui est née entre 1930 et 1940, en gros, et qui ont vécu la Grande Guerre patriotique en tant qu'enfants. C'est les souvenirs de la guerre via des yeux d'enfants. Et on a donc des souvenirs assez fragmentés, puisque des gens qui ont 5-6 ans en 1943, ils ne se souviennent pas forcément de quelque chose de très large, mais qui permettent d'avoir une facette de la Seconde Guerre mondiale qui est moins connue que celui du pauvre gars avec sa PPSH sur le front de l'Est, ou du tankiste ou du GI américain en Normandie. On a un regard assez innocent, en fait, et traumatisé, ce qui en fait un livre assez intéressant pour ça. C'est un point de vue qui est peu commun Ouais, dans les recherches historiques sur le sujet. ouais, c'est très intéressant, ouais. Ouais, sur les femmes dans la guerre, on a souvent tendance à... Bon, on a beaucoup on commence à avoir des récits, notamment, il y a eu des livres sur l'expérience allemande hein, des femmes, mais c'était très focalisé sur, notamment Berlin, je sais plus le nom du livre, mais peu importe, on s'en fout, sur les femmes à Berlin, mais ouais, les enfants et les femmes dans la guerre, c'est pas forcément un truc donc on a très souvent, ouais, surtout dans le second conflit mondial, c'est pas quelque chose qu'on a très souvent, ouais. Tu peux mettre la photo numéro 4, s'il te plaît. Ouais. Le troisième livre publié en 1990 se nomme Les cercueils de zinc. Donc les cercueils de zinc, qu'est-ce que c'était ? C'était les cercueils dans lesquels revenaient les soldats soviétiques ayant combattu en Afghanistan et qui étaient morts en Afghanistan. Les cercueils étaient composés en zinc. Et donc on a un recueil des témoignages des soldats soviétiques qui ont combattu en Afghanistan, donc au conflit des années 80. Et à travers la parole des vétérans, l'auteur dévoile la réalité du conflit, qui était un conflit assez oublié en Union soviétique dans les années 90, puisque c'est des perdants. En 1991, vous avez la fin de l'URSS. Donc tout ça fait que tous ces vétérans qui ont combattu pendant près de 10 ans en Afghanistan, tout le monde les a oubliés. On a des discours qui glorifient le conflit à l'intérieur et puis très vite oubliés, passés sous le tapis parce qu'en plus c'est une défaite. Donc le livre donne une voix aux soldats et qui racontent leurs peurs, leurs désillusions, les pertes humaines, la douleur et l'impact durable que cette expérience de la guerre d'Afghanistan a eu sur leur vie. Parce qu'on est en 1990 et donc on a tout ça qui remonte. C'est pareil sur un sujet qui est assez peu connu en fait. On connaît de loin la guerre en Afghanistan, notamment soviétique, celle américaine prend le pas, et toute cette vision du soldat de base, entre guillemets, est encore une fois très intéressante. Et c'est vraiment la grande qualité de ces ouvrages, je pense, c'est donner la voix à des gens qu'on n'entend jamais. Tu les as lus ? Alors, j'ai lu La guerre n'a pas un visage de femme, Les cercueils de zinc, ouais. Celui d'après, je ne l'ai pas lu, La supplication et La fin de l'homme rouge. Okay. J'en ai lu 4 sur 6. Non, mais du coup, ouais, ce serait intéressant. N'hésite pas à revenir parler d'un autre. Hein. Ça peut être sympa de voir un peu, voir si ça peut intéresser des gens, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît moins. Et ouais, le conflit en Afghanistan, nous, il nous concerne moins, donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins cette connaissance-là. Après, ouais,
il a quand même marqué parce qu'il se couple avec un petit peu la fin de l'URSS, donc c'était un peu toute cette désillusion totale, à la fois du conflit perdu et du retour de guerre, de gens qui en plus se retrouvent dans un monde, ils sont battus pour un État qui en plus s'effondre juste derrière, donc il y a encore plus d'inanité dans ce conflit-là. Mais ouais, ce serait intéressant, n'hésite pas à revenir, parce que je pense que ça peut être sympa pour les gens de savoir un peu de quoi ça parle. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, il y a encore 3 autres livres. Tout d'abord, Ensorcelé par la mort, que je n'ai pas lu, et que, si j'ai bien compris l'ouvrage, il réunit les témoignages de Russes, d'Ukrainiens, de Bélarusses, etc., qui ont été tellement bouleversés par la chute de l'URSS, qui se sont suicidés ou qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, de ce que je comprends, c'est les gens qui ont perdu tout ce en quoi ils croyaient, en fait, pour faire très simple, et qui donc ont décidé que leur vie n'avait plus de valeur sans l'URSS. Donc ça, c'est un ouvrage pareil qui m'a l'air intéressant, un sujet dont on parle rarement, et encore une fois, c'est toujours la grande qualité de ces œuvres. Parler de livres dont on ne parle pas, de sujets dont on ne parle peu. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse en 1997, dont je vais vous parler, qui est l'objet de cette chronique, donc on y reviendra plus en détail après. Et enfin, la photo numéro 5, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Qui est son livre majeur, son chef-d'œuvre au sens premier du terme, en quelque sorte, qui est sorti en 2013, La fin de l'homme rouge, le temps du désenchantement, qui est en quelque sorte une compilation de tous les livres que je viens de citer, qui est une œuvre assez monumentale. Elle fait 700 pages, j'ai pas le bouquin sous la main, mais c'est à peu près ça, entre 700 et 800 pages, et qui dresse un portrait de la fin de l'Union soviétique à travers le récit de ceux qui l'ont vécu. Les fonctionnaires, les militaires, les paysans, les intellectuels, les scientifiques, tout le monde. On explore la chute d'un monde idéologique, la perte des repères, l'entrée dans une ère incertaine. On a vraiment... c'est l'œuvre majeure, au sens premier du terme, en fait. C'est la totalité de ce qui a été raconté dans ces livres précédents qui se retrouve dans ce livre aussi. Ouais, ça m'intéresse bien. Si je le lis, je le présenterai peut-être. Donc, Svetlana Alexievitch a été lauréate en 2015 du prix Nobel de littérature, on peut le noter. Le comité Nobel a salué sa capacité à capter la souffrance et le courage de son époque et de son espace géographique à travers une œuvre polyphonique qui est à la fois témoignage historique et création littéraire. Tout ça entre parenthèses. Voilà. Là où l'auteur est intéressant, c'est donc à la fois elle parle de choses peu communes, elle a un peu aussi révolutionné la manière d'écrire l'histoire contemporaine. On n'est pas sur. Elle écrit. En fait, elle n'écrit pas personnellement. Elle laisse parler ses interviewés. Et par sa méthode d'écoute et sa restitution de voix multiples, on peut, en lisant ses livres, avoir un regard profondément humain sur les grandes tragédies du XXe siècle soviétique. En entendant parler un gamin qui avait 10 ans lorsqu'il y a eu Barbarossa, je trouve c'est un peu plus intéressant que de comparer la taille des boulons du T-34 et du Panzer IV. Il y a quelque chose qui humanise des événements qui sont souvent réduits Chacun son truc. Chacun son truc. Mais il y a la partie humaine et la partie entre guillemets matérielle, il y a la partie stratégique et la partie démographique, il y a 50 000 parties. Effectivement, l'humain, c'est la substance, c'est le sang du conflit. C'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est ce qui nous rapproche. On n'est pas des T-34, on est des humains. Tu vois, donc ça se comprend. Moi aussi, je partage ça. Mais bon, après, chacun son truc. Hein, chacun son pied. Ouais, voilà, c'est ça. On va passer au livre maintenant, après cette brève présentation. Tu peux mettre la photo numéro 6, s'il te plaît. Oui. Hop. Alors, donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur le genre littéraire, ce qui a été appelé la polyphonie documentaire par les gens plus intelligents que moi. Donc, Svetlana Alexievitch revendique la création de ce genre littéraire, qu'elle qualifie elle-même d'un roman de voix. La supplication se situe ainsi à la croisée des genres. Ce n'est pas vraiment du journalisme, c'est pas vraiment du romanesque. On est sur un entre-deux qui relève un peu de l'art du montage. Le réel est mis en forme par l'écoute, la sélection et l'agencement des paroles recueillies. C'est une polyphonie documentaire, chaque voix individuelle contribue à un cœur collectif et forme une mémoire vivante et plurielle de cette catastrophe industrielle majeure. Je pense que tout le monde s'en souvient encore de Tchernobyl. On a cette forme assez hybride en fait, parce qu'elle prend. J'avais jamais lu quelque chose de semblable, honnêtement. Ça doit exister, mais j'en avais pas d'autres en tête. Bouleverse vraiment les catégories assez traditionnelles de la littérature. On n'y trouve ni intrigue, ni personnage construit, ni narration linéaire classique. Ce sont des témoignages bruts
qui sont organisés en blocs de parole, souvent précédés de mentions génériques, toutes bêtes, hein, c'est monologue d'une femme, voix d'un enfant, parole d'un ancien liquidateur, puis le récit de ces personnes. L'auteur s'efface presque totalement et se contente de créer les conditions d'émergence du récit global de Tchernobyl par le récit individuel de toutes ces personnes. Pourtant, derrière une neutralité apparente, l'intervention de l'écrivain est vraiment capitale dans l'ouvrage. Le choix, que ce soit le choix des personnages, leur agencement dans le livre, les résonances poétiques qu'elle fait apparaître entre les différentes voix. On a vraiment la construction d'un véritable tissu narratif qui touche presque au roman. Ce qui est assez étonnant puisque c'est que en fait, le réel touche le roman et c'est assez perturbant et très, très beau en fait à voir se construire sous ses yeux. Alexievitch devient une compositrice, elle organise le chaos des mémoires en une chorale tragique globale. Sa démarche évoque parfois celle d'un metteur en scène qui, plutôt que de créer un récit unique, met en présence une multitude de points de vue, qui sont souvent contradictoires, mais qui sont tous porteurs d'une certaine vérité, en tout cas de leur vérité. Tu peux mettre la photo numéro 7, s'il te plaît. Ouais. Cette polyphonie n'est pas uniquement stylistique, hein, elle est aussi politique. On n'a pas l'univocité des discours officiels, ni ceux des discours plus dissidents, en quelque sorte. Elle donne à entendre les voix qui sont marginalisées, certes, mais aussi les voix qui sont très contentes de ce qu'a fait, de ce qu'ont fait les pouvoirs soviétiques à l'époque. Alexievitch renoue alors avec une tradition orale assez ancestrale, tout en la réinventant à l'ère postmoderne. Elle écrit l'oralité. L'hybrité de l'œuvre se manifeste aussi dans son croisement des disciplines. On a à la fois, on peut étudier cet ouvrage en sociologie, en histoire, en anthropologie, en littérature. Chaque témoignage est à la fois un fragment de vérité sociale et personnelle, un écho historique à un événement plus grand qu'eux, et une exploration de l'âme humaine de chacun. Ce croisement fait de la supplication un objet littéraire assez total, où la littérature devient un espace de résonance entre individu et collectif, entre intime et politique. Enfin, cette forme singulière interroge notre rapport à la mémoire et à la vérité. Alexievitch ne cherche pas uniquement à documenter l'exactitude des faits, c'est même plutôt l'inverse. Elle cherche plus à capter ce qu'elle a appelé dans une interview la vérité émotionnelle, celle des sentiments, des chocs, des intuitions. Dans un monde qui est assez saturé d'informations, où en 5 minutes, vous pouvez voir 15 Russes qui se font exploser par des drones FPV sur Twitter, cette vérité assez fragile, subjective, personnelle, devient assez précieuse. Elle rend à l'événement sa charge humaine, sa profondeur. On n'est pas uniquement sur une ligne d'histoire, il y a eu 5000 morts après Tchernobyl. On sent vraiment la difficulté de tous ces gens qui apparaissent dans l'ouvrage. Mais c'est intéressant parce que c'est un débat aujourd'hui encore. Hein. Certains diront que c'est pas du travail de journalisme. Moi, je connais pas le but du livre ni sa construction. Hein. Comme je t'ai dit, ça m'intéresse quand même. Mais pour moi, ça part d'une démarche qui est toujours celle de la vérité. C'est-à-dire que c'est l'addition des témoignages et du vécu qui construit ça. Aucun mensonge n'y résiste vraiment. C'est-à-dire que on le voit bien avec Internet. Il y a personne qui peut construire un narratif. Contraire au témoignage des gens et à la vérité. Il suffit d'un site, on le connaît, et d'une revue de presse, et t'as un parti qui fait 40% parce qu'effectivement, et qui n'a pas besoin d'informations et de travail journalistique, de vérification et de travail de fond comme peut le faire un Mediapart. Il suffit effectivement d'avoir le témoignage des gens et la réalité. C'est-à-dire qu'en URSS comme ailleurs, malgré un discours officiel, c'est la voix des gens qui construit le réel. Donc non, moi je trouve ça très intéressant, ouais. Parce que il y a rien au-dessus du vécu. Mais certains diront que tout ça, ça n'est qu'une vision personnelle et que ça n'est pas sourcé, et du coup, ça n'a pas de valeur. Voilà. Et on s'en fiche. Ouais, bien sûr. On s'en fiche que ce ne soit pas sourcé. C'est justement ça qui est Bien intéressant. sûr, même moi, c'est ce que je trouve être le plus réel. Hein. Après, bon, bien entendu, on peut faire du mensonger à 100%, voilà, mais le discours des gens, le réel et le vécu supplantera toujours les discours narratifs construits d'en haut, quoi. Vas-y. La supplication n'est pas uniquement et simplement un livre sur la catastrophe de Tchernobyl, c'est un véritable laboratoire littéraire, une œuvre qui invente une nouvelle manière de dire le réel, et qui donne la parole de ceux qui n'ont pas de voix, de la simple ancienne paysanne de 80 ans qui est décidée de rester vivre dans le Pripyat, à l'ancien liquidateur qui a 3 cancers métastasés à l'époque où elle l'interviewe. Il y a vraiment cette dimension de donner la parole à tous. Svetlana Alexievitch crée alors une forme d'art assez profondément
humaine, je trouve, qui est très belle dans cette vision-là, de pluralité des voix qui forment un tout. Tu peux mettre la photo numéro 8, s'il te plaît. Yes, hop. Ah, c'est une photo de famille, non? Cette dame, qui est une survivante de Tchernobyl, je pense Elle a 24 ans. 24 ans, voilà. Je trouve qu'elle montre assez bien une société qui est complètement traumatisée par l'histoire. On a une société qui a vécu, pour les plus âgés, qui ont vécu à la fois la guerre civile russe, la suite de la guerre civile russe, les grandes famines de 1931-1933, les purges staliniennes de 1937-1940, la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des Allemands, le passage des Russes de l'autre côté, les famines d'après la Seconde Guerre mondiale, tous les conflits post-Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Est. On le sent quand on lit le livre, c'est impressionnant. Ah non, Il y a mais le vraiment cette siècle, dimension. le 20e siècle russe, on pourrait dire C'est ça, voilà, l'URSS, on le mais sent, et on le sent il tellement. est ignoble, hein, c'est difficile de faire pire, ouais, effectivement. Ouais. Pour quelqu'un qui est né en 1910 et qui est mort en 2000, ouais, c'est une abomination. Ouais. Bon courage. Mm. Les personnes vraiment disent, des fois, toutes les dames de plus de 60 ans disent « Ah bah je pensais que quand j'ai vu les soldats arriver, je pensais que les Allemands revenaient. » Toutes. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Pour en citer deux autres, pour citer deux liquidateurs pour le coup. Le premier qui dit, ouvrez les guillemets, « Soudain, on vient me chercher, on me remet une convocation et l'on m'annonce qu'une voiture attend en bas. Une sorte de fourgonnette spéciale, comme en 1937. Là aussi, on surprenait les gens la nuit dans leur lit tout chaud. Par la suite, ce schéma ne marchait plus. Alors ils ont changé de tactique. Ils allaient voir les gens au travail ou les coincer dans la rue ou dans les cantines des usines. Pendant la pause, je me suis fait avoir, comme en 1937. Un deuxième, dans mon enfance, j'ai vécu le blocus de Leningrad. Tchernobyl, ce n'est pas du tout la même chose. Nous vivions comme au front, sous des tirs permanents. Et on a connu la famine pendant des années. L'homme se rabaissait alors jusqu'aux instincts animaux. Donc, elle pose la question sur Tchernobyl, et la personne traumatisée par son vécu reparle tout de suite de Leningrad, compare à la guerre, tout de suite. Et c'est vraiment prégnant sur la totalité de l'ouvrage. C'est une société qui est traumatisée pour des générations entières. En fait. Ah mais on mesure pas, on a parlé de Solzhenitsyn, hein, mais c'est vrai qu'on mesure pas, bon la guerre est une expérience hyper traumatisante, mais ça, même si en Russie elle a été particulièrement dure, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par de nombreuses personnes, par de nombreuses personnes en Europe. Par contre, ouais, le régime soviétique en lui-même, on va dire pour faire simple, de 1920 à 1990, on mesure pas à quel point ça a pu marquer les gens dans leurs habitudes, dans la peur du quotidien et tout, c'est fou. Hein. Solzhenitsyn, je trouve bien sûr le retranscrit assez bien. Mais c'est sans doute la chose avec laquelle on est le moins accoutumé, vraiment. Parce que presque la guerre, on arrive presque à l'imaginer à force de l'avoir, entre guillemets, aperçue par la fiction et tout ça. On arrive presque à imaginer. Et puis on a eu nos poilus aussi. Ouais, on a cette expérience-là. Par contre, vraiment la vie dans ce qui est plus qu'une dictature, dans quelque chose qui vraiment t'imprègne dans ton être, dans les relations avec ta femme, tu peux pas dire certaines... C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on... c'est vraiment une absence de liberté qu'on peut vraiment pas envisager aujourd'hui, même si on a des raisons de se plaindre de certaines choses en France. Voilà, ça envahit jusqu'à ton cadre privé, jusqu'à la façon dont tu vis, dont tu parles, dont tu te compares. C'est fou, c'est vraiment fou. Enfin bon, bref. Cette société qui est traumatisée profondément par l'histoire, elle témoigne alors de ce qui nous semble, nous, jeunes occidentaux, entre 20 et 40 ans, quelque chose d'indicible. On a la douleur, la mémoire, le silence, tout qui se mêle. Tchernobyl est décrit dans le livre comme un événement qui part au-delà du langage. Il y a nombre des témoins qui peinent à trouver leurs mots. Pour en citer un, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la paix, on ne sait pas ce que c'est, je ne saurais le décrire. La douleur, elle est omniprésente, qu'elle soit physique, on pense forcément aux radiations, au cancer, aux souffrances corporelles. La psychologie, elles sont psychologiques, le deuil de l'être aimé, la folie qui peut en découler, la culpabilité de ne pas avoir pu aider cet être aimé, mais également existentielle. On a la perte de sens en la science, la perte de foi dans le système soviétique pour beaucoup de Bélarusses et d'Ukrainiens qui y croyaient. Cette douleur se heurte au silence des autorités soviétiques, à la désinformation, au mensonge.
on vous dit que tout va bien, sauf que vous voyez que votre mari, 14 jours après, il a plus de cheveux, il va pas très bien, que votre gamin qui est né 6 mois après, il a plus qu'un trou sur tout le visage, à la place de tous ceux qu'il doit avoir. Il y a vraiment cette souffrance également de ne pas se sentir considéré par le pouvoir dans l'ouvrage. C'est clair, c'est clair. Ça se comprend très bien, on le voit bien chez nous, au moindre truc, au moindre fait divers où quelqu'un se retrouve je sais pas, avec un handicap, traité d'une mauvaise façon par je ne sais quelle administration et autres, ça fait les gros titres parce que effectivement il n'a pas été reconnu dans sa souffrance et compagnie, donc on peut l'imaginer à l'échelle soviétique, au nombre de touchés et à quel point ils ont pu être traités comme si rien n'était arrivé, pour une personne c'est quelque chose qui doit vraiment marquer terriblement, ouais, c'est clair et net. Un des récits que je trouve les plus marquants, c'est le récit qui est en quelque sorte le prologue du livre, qui est un récit le plus long, qui fait une vingtaine de pages, et qui est celui d'une jeune femme dont le mari pompier a été l'un des premiers à intervenir sur le lieu de l'incendie à Tchernobyl, et il meurt rongé par les radiations 15 jours après. On a un monologue qui ouvre le livre, et qui est à la fois un chant d'amour et de mort, qui est assez bouleversant. C'est vraiment, on sent tout l'amour qu'il y avait pour cet homme. En plus, cette dame était enceinte. Elle a tout perdu, en fait, avec Tchernobyl. Elle a perdu l'amour de sa vie, elle a perdu son enfant, parce que l'enfant est mort né du fait des radiations. On est vraiment sur je pense, le plus beau témoignage de l'ouvrage, et qui est d'une grande tristesse. Bref, c'est assez dur à lire parfois. Et ce passage-là est un des passages assez durs. La catastrophe, alors, la catastrophe de Tchernobyl met en place une certaine déconstruction de l'humain. Tchernobyl est bien plus qu'un accident nucléaire, en fait. C'est un point de rupture. Pour Alexievitch, c'est le début d'un nouveau monde, celui de la post-histoire, où les repères moraux, religieux et philosophiques sont balayés. Donc on est sur une métaphore. Ouais, c'est là où je questionnerais peut-être l'échelle, ouais, parce que ça reste, même si l'addition des témoignages fait émerger une vérité, une expérience humaine, ça reste la vérité en un lieu, en un temps. Est-ce que à Tchernobyl, c'est la post-histoire au Burkina Faso? Bon, tu vois, je pense que ça reste notre histoire, entre guillemets, notre continent, et enfin, tu vois, c'est l'échelle du lieu et du temps, quoi. Effectivement, ça fait basculer peut-être cette ère géographique-là dans une sorte de post-histoire, ouais, c'est possible. C'est ce que j'allais continuer, c'était vraiment remettre en perspective aussi. Parce que le livre dit ça, mais il faut aussi se dire qu'on est sur un espace, entre guillemets, assez limité, de l'Europe de l'Est et de l'Europe de manière générale. Ouais, ok. La catastrophe remet en question les fondements de l'humanité, que ce soit son rapport à la nature, à la technologie, à la solidarité, à la mort. Les progrès techniques qui étaient censés améliorer la condition humaine se retournent alors contre elle dans un effet boomerang qui est tragique. On est sur plusieurs milliers de morts du fait de Tchernobyl. L'humain, qui était sûr de sa maîtrise scientifique, ça ne découle dans l'ouvrage que tout le monde disait que tout allait bien, il n'y avait aucun risque, découvre son impuissance totale face à cette menace qui est à la fois invisible, abstraite et permanente, que sont les radiations. Les corps eux-mêmes sont touchés dans leur essence, en fait. On le sent sur certains témoignages, les corps sointent la mort. Ils se consument lentement, ils deviennent méconnaissables. Les proches ne peuvent plus toucher, ils ne peuvent plus embrasser, ils ne peuvent plus enterrer dignement les leurs, ils ne peuvent plus faire correctement leur deuil. Donc là, forcément, j'ai eu quelques pensées pour les gens qui ont perdu quelqu'un pendant le Covid, c'était presque fausse commune directe, quoi. Ah, bien sûr. Un peu cette. Mais c'est ça, c'est une rupture Tchernobyl comme il y en aura d'autres. Hein. On en vit, on les oublie, c'est le cycle. Tu vois, le nom est resté, Tchernobyl, tout le monde connaît, même si j'imagine que les Kwakubé doivent être un peu perdus. Mais tout s'oublie, hein. On est toujours dans ces mêmes cycles qui se répètent. Je pense que notre société technologique et industrielle va connaître ça. On a eu Fukushima, j'allais dire Fukuyama à cause de Valdo mercredi, mais on a eu Fukushima, enfin on en aura encore d'autres. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de témoignages qui évoquent toute cette dissociation avec le corps, avec la personne aimée qui disparaît. Un soldat qui a fait l'Afghanistan et Tchernobyl explique par exemple, ouvrez les guillemets, nous sommes seuls, nous sommes des étrangers, on ne nous enterre pas comme tout le monde, mais séparément, comme des visiteurs de l'espace.
Mieux aurait valu pour moi de mourir en Afghanistan, je vous le dis sincèrement. Là-bas, la mort était une chose banale, compréhensible, et on m'aurait enterré normalement. L'humain est donc déstabilisé, en fait, tout simplement. Il y en a certains qui disent que la civilisation, c'est d'enterrer dignement ses morts. Ici, on a une rupture de civilisation, en quelque sorte. Et ça déstabilise complètement l'être humain dans son rapport au temps. Les témoins ne savent plus dater les événements, distinguer le réel du cauchemar. Des fois, certains citent des volets de grillons. On a l'impression d'être dans l'Ancien Testament. C'est la mémoire elle-même qui devient incertaine. Le passé du régime, qui se veut glorieux, et l'avenir radieux qui était promis par le progrès, tout s'effondre. Ne reste qu'un présent figé dans l'angoisse de la mort, l'angoisse de la souffrance. Tu peux mettre la photo numéro 11, s'il te plaît. C'est bon, t'inquiète, je suis. Ouais, c'est bon, je suis calé, t'as mis les numéros, j'avais pas vu, c'est parfait. Donc Tchernobyl brise les liens sociaux. La suspicion s'installe, les villages se vident, les familles éclatent. Ceux qui reviennent, ceux qui ont travaillé sur Tchernobyl sont perçus comme des parias. Le mal n'est pas uniquement du fait des radiations, hein, il est aussi social et moral. Les structures de la communauté humaine se désagrègent et rendent tangible une déshumanisation progressive globale, à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une région. Pour citer un liquidateur, c'est un peu l'inconnu aussi, on a eu la même chose, un peu, même s'il n'y a pas grand chose à voir avec le sida au début, quoi, où vraiment on avait dans les premiers cas, au-delà de la maladie des homosexuels, mais même pour les gens qui se retrouvaient contaminés, il y avait cette suspicion et vraiment le fait de. J'ai quelques souvenirs de pas toucher tu vois, la serviette d'un type qui était séropositif, enfin, tu vois, vraiment il y avait ce côté-là, l'inconnu, quoi. Ça a un effet destructeur effectivement sur les liens sociaux, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et tu te retrouves vite à être un paria finalement, quoi. Pour citer un liquidateur sur cette destruction du rapport à l'autre et du rapport aux gens qu'on aime, de la destruction du lien social, ouvrez les guillemets, nous sommes retournés chez nous, j'ai enlevé tous les vêtements que je portais et les ai jetés dans le vide ordure. Mais j'ai donné mon calot à mon fils, il me l'a tellement demandé. Il le portait continuellement. 2 ans plus tard, on a établi qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Vous pouvez deviner la suite vous-même, je ne veux plus en parler, point. Fermez les guillemets. On a vraiment les gens qui revenaient, même à travers eux, on peut avoir aussi cette culpabilité de se dire je suis contagieux, je peux tuer l'autre. C'est vrai que j'ai cité le sida, mais la différence c'est qu'effectivement les mecs qui revenaient, eux, étaient vraiment, fallait pas leur serrer la main, quoi. C'est effectivement la différence fondamentale. Ouais, là, c'était justifié pour le coup. Il y avait cette culpabilité d'être soi-même un vecteur de la mort, hein. C'est sûr, effectivement. Enfin, les repères moraux eux-mêmes sont mis en crise. Le sacrifice guerrier, en quelque sorte, qui est glorifié par la propagande soviétique, le soldat face aux Allemands en 1943, qui est un héros, ce sacrifice devient absurde. Puisque vous êtes des héros, techniquement. Vous avez monté sur la centrale de Tchernobyl pendant qu'elle cramait, et au lieu de devenir un héros, vous êtes devenu un paria. La fidélité à l'État, la soumission à l'ordre sont perçues comme des formes de complicité ou d'aveuglement dans la mise en place de la catastrophe. L'homme, seul, qui a participé à ça, se découvre alors vulnérable. Il est complètement perdu dans une société qui le rejette. Alors que dans l'inconscient collectif, il aurait dû être glorifié. Mais est-ce que c'est pas autant, est-ce que c'est pas autant glorifié par l'État et absurde pour les hommes avant aussi? Est-ce que c'est pas le moment où ça arrive aussi de cette espèce, parce qu'on est en 86, on sait ce qui va arriver très vite après. Est-ce qu'un Tchernobyl en 1954 aurait eu un impact différent? C'est-à-dire qu'on aurait glorifié ces mecs-là, tout serait passé sous le tapis. Il n'y aurait pas eu de témoignages et compagnie, et on aurait eu finalement, on n'aurait pas su ce qui s'était véritablement passé sans doute. Est-ce que ça tient pas aussi à l'époque et au fait qu'on ait à ces témoignages-là, cette possibilité d'avoir ces propos? Enfin, je sais pas, je me pose la question, tu vois, je pense que c'est aussi arrivé à un moment propice, parce que c'est à la fois une destruction physique, une destruction mais qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un État qui est en train de se désagréger. Je pense que ça joue aussi, à mon avis. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, ouais, mais effectivement, c'est aussi la dimension nouvelle de la catastrophe, je pense. Ouais, c'est possible. Mais je reste persuadé, tu vois, que si c'était arrivé en 58, tu vois, il y aurait eu une chape de plomb plus importante
Et bon, bref, mais je crois qu'il y a cette double perte à la fois de repères qui s'inscrit dans un sacrifice en plus qui est dans un état qui est en train de s'effondrer. Tout ce en quoi t'as cru, en plus de ça, s'effondre autour de toi. Mais ça rejoint aussi son œuvre. Hein. Ça rejoint en fait la fin de l'homme rouge. Vas-y. Pour revenir à ça, un liquidateur explique dans l'ouvrage j'ai travaillé à l'usine, le contremaître m'a dit un jour arrête tes congés de maladie, tu vas te faire virer. Et l'on m'a viré. Je suis allé voir le directeur. Vous n'avez pas le droit, j'ai travaillé à Tchernobyl. Et il m'a répondu ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas, débrouille-toi. En somme, Alexievitch montre que la catastrophe de Tchernobyl ne détruit pas seulement les vies humaines, elle ébranle l'idée même d'humanité, de sens commun, de société, en fait, pour faire simple. C'est une déconstruction totale de l'humain dans des dimensions biologiques, sociales, culturelles et spirituelles. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, le propos du mec quand je l'ai lu là tout à l'heure avant que tu arrives, ça me fait rire parce que c'est la Russie depuis qu'on a des témoignages sur la Russie. Hein. Tu remplaces Tchernobyl Oui. par j'ai fait la Seconde Guerre mondiale. Le mec aurait dit j'ai été à Stalingrad. C'est pas moi. Ouais, le mec lui aurait répondu c'est pas moi qui t'ai envoyé à Stalingrad. Tu me casses les couilles. T'as plus de jambes, tu peux plus bosser. C'est vrai que c'est très russe. C'est très très russe. Ça fait vraiment soviétique quoi. Je trouve ça m'a fait sourire parce que je me suis dit putain tu remplaces ça par le mec qui a perdu une jambe à Stalingrad. Le mec lui aurait dit pareil, mon petit pote, c'est pas moi qui t'ai envoyé à Stalingrad, hein, faut que l'usine elle tourne, rien à foutre. Il y a cette déshumanisation. Enfin bon, voilà, c'était le petit. Je trouve que c'est vraiment ça s'inscrit. Je pense que le problème, c'est également la différence entre ce que dit l'État et le ressenti. Mais très clairement, ouais, bien sûr. C'est ça le problème. Parce que si, ça aurait pas été mieux, mais au moins les gens n'auraient pas été surpris si l'État avait dit vous êtes des parias. Oui, Là, vu que l'État les glorifiait et qu'à l'échelle locale, ils s'en prenaient plein la gueule, je pense que ça crée un paradoxe en fait. C'est sans doute vrai, mais tu retrouves la même chose. Hein. Tu sais, t'aurais été un héros de la Grande Guerre patriotique. L'État te glorifie et dans ton usine, on t'aurait dit, mais mon pote, tu vois, travailler à la chaîne sur une jambe, c'est pas possible, donc dégage. Ça va pas le faire. Voilà, donc je pense que ça me fait vraiment, c'est vraiment tellement soviétique. Enfin bon, bref, après il y aura des gens pour défendre ça, mais peu importe. Vas-y. Ça les amuse. Donc cette déconstruction totale met alors en place une certaine critique du mythe soviétique. La photo numéro 12, ouais, je ne vois plus. C'est fait, t'inquiète. Donc la supplication déconstruit le mythe soviétique du progrès scientifique, de la toute-puissance de l'État et de l'héroïsme collectif. À travers les témoignages, Alexievitch met en lumière la manière dont l'idéologie soviétique a contribué à l'ampleur de la catastrophe et à la négation de ses conséquences humaines. Nombreux sont les récits qui décrivent une population qui est manipulée, mal informée, qui est parfois même volontairement sacrifiée. Hein. Les premiers pompiers qu'on a envoyés mettre de l'eau sur les réacteurs incandescents, je pense que là-haut, ils savaient que c'était un sacrifice. Ces gens allaient crever et c'était. On leur a pas dit, mais. Très clairement, attends, les mecs, tu les envoies dans une centrale nucléaire en jogging, je veux dire, il y a un moment, bon, voilà, et tout le monde le savait. Il fallait se douter que ça allait mal se passer. Bien sûr, ils le savaient. Mais bon, d'un autre côté, après, nécessité fait loin. Parfois, c'est la volonté de sacrifice et le sens du sacrifice qui permet d'épargner d'autres gens. Hein. Donc, bon, après. Tu sais, sacrifier 100 pour en sauver 100 000. Hein. On connaît le propos. Hein. Mais quand on parle de sacrifice, généralement, c'est volontaire. Là, pas sûr que le pauvre pompier 35 ans en Bélarus, il savait où il foutait les pieds. Ah, bah c'est un holocauste, hein. C'est un sacrifice d'animaux. Les liquidateurs, par exemple, ont souvent été envoyés sans protection adéquate. Dans l'ouvrage, ils expliquent que de nombreux liquidateurs ont des cancers aux testicules, parce qu'ils étaient au-dessus de la centrale et qu'ils étaient ils n'avaient pas de protection au niveau de l'entrejambe. Donc voilà. Sous prétexte de servir la patrie, on a sacrifié des gens. Cette glorification du sacrifice devient chez Alexievitch un symbole assez tragique du cynisme du régime soviétique. Des hommes et des femmes sont exposés à la mort au nom d'un idéal vidé de sa substance. Parce que même dans l'ouvrage, ça se ressent que l'explication de pourquoi vous sacrifiez, ce n'est pas pour la population autour. Vous sacrifiez pour l'État. Vous sacrifiez bien sûr, pour bien sûr. l'URSS. Oui, non, mais clairement. Puis de toute façon, on sacrifie. Je veux dire, quand on connaît le régime, le but étant que l'information ne se diffuse pas, que la catastrophe soit contenue au maximum et pour pouvoir être étouffée. Voilà, bien sûr, non, mais c'est assez évident. Après, ça n'empêche, même si la motivation. En fait, si tu veux, on décorrèle les moyens, la fin et tu vois l'excuse invoquée. Dans le fond, leur sacrifice a sans doute quand même permis d'atténuer la catastrophe. Oui, tout à fait. Après, tu peux avoir un effet bénéfique à une mauvaise cause. Hein, ça peut arriver.
c'est pareil, je pense que c'est ça aussi, il y a une dichotomie entre ce pourquoi les gens le faisaient et ce pourquoi on leur demandait de le faire. Bien Tu sûr. vois. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. C'est également ça qui casse, je pense, le lien de confiance. C'est sûr. Non, mais ça, c'est le problème d'un régime tel qu'il est, de ce régime-là. Hein, voilà. Bon, c'est comme ça. Et puis vu qu'on est en Union soviétique, on a la corruption à tous les étages. Aussi. Les petites affaires, les petites magouilles entre copains, on a un liquidateur qui explique le président du kolkhoz a besoin de 2 camions pour évacuer sa famille, ses affaires, ses meubles. Le secrétaire de la section locale du parti exige 1 camion pour lui tout seul. Et cela, j'en étais témoin. Au moment même où les moyens de transport manquaient, on ne parvenait pas à évacuer tous les enfants des crèches. C'est pareil, Voilà. tu mets ça à Les Leningrad soviétiques, quoi. tu mets ça à Leningrad en 41, c'est exactement la même chose. C'est, tu vois, c'est vraiment le Ils se refont pas. ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le secrétaire. Mais c'est le problème, c'est la dichotomie qu'on a évoquée, mais c'est une dichotomie aussi entre le régime, ce qu'il invoque comme but, comme grandes idées, et la réalité de l'homme, ses peurs, ses manques, ses envies. C'est le problème de vouloir être vertueux ou d'invoquer la vertu. Hein. Dans les faits, l'homme n'est pas vertueux, hein. Il va essayer de sauver son cul, hein. C'est une évidence. Donc voilà, c'est après ce genre de propos, tu sais, tu le retrouves dans un, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais j'allais dire dans le rebatté des décombres, mais dans la France de Ah, 40, mais bien tu sûr. retrouves la même chose. Voilà, tout le monde veut sauver son cul. Hein. C'est la démocratie, la lutte contre l'Allemagne, mais vite fait quoi. Après, faut sauver son petit cul. Mais oui, oui, on est d'accord. Il y a toujours cette médiocrité humaine et ces rapports de domination en fait qui existent dans tous les régimes, quoi. Et l'ambivalence avec le discours Bien sûr. officiel de Ouais, l'État. bien sûr. L'idéologie soviétique qui est fondée sur la foi dans la science et la technologie qui ont des instruments de la transformation du monde en paradis communiste, et alors c'est vraiment mis à mal. On a le lysenkisme qui a traversé de 1920 à 1990 toute l'URSS, et alors complètement désavoué. Qui a Les cru? témoins, Qui y croyait? Bref. les soviétiques, certains en tout cas, faut croire, les témoins racontent comment les autorités ont nié la gravité de l'incident, ont caché les faits, ont interdit les évacuations. Le mensonge d'État devient un thème récurrent dans l'ouvrage, hein, et il montre une société qui est en fin de siècle, en fait, fin de régime, une société qui est gangrénée par la peur, la propagande, le déni. Tout le monde sait, mais en même temps ne sait pas. Il y a toute Mais quelque part, tout c'est ça, en presque, fait. c'est presque. Bon, après, l'ampleur est pas la même. Ils ont traversé des choses vraiment très difficiles en Russie, mais c'est presque l'aboutissement du système habituel. C'est presque le pinacle. En plus, dans un monde soviétique qui est complètement en crise, mais c'est presque, voilà, comment on dit, l'apex, quoi. Tu vois, le truc maximum qui arrive, c'est un peu la bascule, effectivement. C'est là qu'il C'est est. presque un symbole. Ouais, c'est presque un symbole. C'est l'acmé, effectivement. C'est presque symbolique que ça se termine comme ça, quoi. Alexievitch souligne également la manière dont le langage officiel a échoué à nommer la réalité, alors que les corps physiques se désagrègent, réellement, les, les- les gens tombent en morceaux. Ouais, les gens Les fondent, discours ouais. continuent de parler de victoire, de fidélité au parti, de discipline soviétique. On a un décalage tragique, on revient à ce décalage entre les mots et la réalité, qui confère à l'ouvrage une profondeur politique et humaine. Mais On a c'est encore presque, ces 2 piliers. c'est presque un décalage. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Peut-être qu'on sera amené à vivre quelque chose de difficile, mais il y a presque ce décalage qu'on ressent nous parfois, et c'est, je pense que c'est ce qui motive une partie de la contestation, qu'elle soit dans la rue ou en ligne ou ce qu'on veut, entre les mots qu'on a aujourd'hui dans notre régime à nous et la réalité telle qu'on la voit. Hein. Il y a des sociologues qui font, comment il s'appelle déjà, la France périphérique et tout ça, Christophe Guilly, quelque chose Et comme lui, ça. Ouais, il est voilà. lui, ouais. Ouais. Pareil, je l'ai pas lu, ça m'intéresse beaucoup. Un jour, je le lirai. Mais c'est vrai qu'il y Ça vaut a. pas le coup. Ah ouais, à ce point. Non, c'est pas terrible. Ok. Bah écoute, tu vois, tu m'épargnes une lecture parce que je pense que ça se base aussi sur le témoignage, non? Non, pas Non. tellement. Ok. C'est un mélange de chiffres de l'INSEE, au doigt mouillé et de chiffres des communautés de communes locales. Ok. Donc, Mais peu importe, ça reste l'idée, enfin tu vois, que je trouve intéressante de ce l'idée est décalage entre... intéressante, mais le développement, en fait, tu as juste besoin de l'idée. Ok, parce Voilà. que le décalage est Faut toujours pas plus présent, et simple. aujourd'hui je pense qu'on vit aussi un peu une période de décalage qui a pas toujours le même impact, parce qu'on vit pas la même chose non plus, mais entre les mots et la réalité, je pense que c'est ce qui nourrit les fins de règne, hein, les fins de cycle. Tchernobyl devient alors le révélateur de la faillite morale et humaine du système soviétique. Il montre l'incapacité du régime à protéger ses citoyens, à reconnaître leurs souffrances et à assumer ses responsabilités. En cela, la supplication est une œuvre qui est subversive, au sens premier du terme. C'est une dénonciation implacable de l'idéologie soviétique à travers les voix mêmes
de ceux qu'elle prétendait servir. C'est paru quand en Russie? Enfin, je veux dire, dans l'espace. 90, je crois. Ah ouais, d'accord, ouais, donc c'est super si, parce que j'allais dire, vu la date de parution en France, bon, le système est Ah non, mort non, ça a depuis été longtemps. publié, je crois que c'est 1990. D'accord, c'est intéressant dans ce cas, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus subversif dans ce cas-là que ce que je pensais, ouais, effectivement. Ok. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça, hein, si Ouais, je dis pas de je te laisse conneries. vérifier, parce que, tu vois, si ça paraît en 2007, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un côté, bon, bah, Ah non, pardon, excuse-moi, 97. Ouais, ça reste encore, bon, le système est mort, mais c'est vrai que ça reste encore un peu plus récent, ouais. Ok, d'accord. 97, excuse-moi, je Non, pensais que non, non, c'était non, plus. je t'en prie, je t'en prie. Donc, tout ça, tout ce qu'on vient d'expliquer découle tout de même. Il découle tout de même une intensité poétique. Il y a une certaine poésie dans la mise en place euh, de toutes ces interviews, de tous ces témoignages. La langue de la supplication est à la fois assez simple. Hein. On a Baba Yaga du coin avec sa chapka qui nous explique ce qui se passe. Et bouleversante. Elle est portée par une oralité assez brute qui restitue la parole des survivants. Ce sont les mots du peuple, du deuil, de la mémoire, qui sont transmis sans phare, ni embellissement littéraire, on a du brut, mais avec une sincérité qui peut émouvoir. À travers ces voix ordinaires, ce sont des existences qui sont brisées, qui se racontent, des vies suspendues dans l'après-coup d'un désastre invisible et silencieux. On revient à la personne dont je parlais tout à l'heure, la femme qui a perdu son mari qui était pompier et son enfant. C'est dans cette apparente simplicité que surgissent des images d'une puissance assez saisissante, parfois surréaliste, presque hallucinée. On en revient sur les volets de grillons dignes de l'Ancien Testament, où la douleur se teinte de poésie malgré elle. Le texte est émaillé de phrases Après, qui résonnent un peu comme des vers blancs. faut être honnête, le témoignage tragique, le témoignage personnel, c'est souvent quelque chose d'assez bouleversant. Hein. Après, il faut que ce soit, comment dirais-je, un peu mis en forme et tout ça, mais c'est pas que ce soit une facilité, hein, c'est pas du tout un reproche, mais c'est quelque chose qui est Oui, le plus apte à nous toucher, quoi. tout à fait. Et le texte est émaillé de phrases qui résonnent un peu comme des vers blancs, des éclats de vérité douloureuse. Par exemple, nous ne savons plus comment nous devons vivre, nous avons peur de la terre, de l'eau, du ciel. C'est un cri qui peut paraître simple, qui est à la fois intime et collectif, et qui témoigne de la perte des repères fondamentaux que la catastrophe de Tchernobyl a engendré, tout en utilisant des références poétiques. Le langage devient alors le seul refuge face à l'indicible, un moyen fragile mais nécessaire pour tenter de recomposer un sens au milieu du chaos. Il y a dans ces témoignages une beauté qui est une poésie tragique, une humanité qui dépasse la peur, une force de vie qui subsiste malgré l'horreur. Chaque voix s'élève comme une plainte, un chant de douleur, mais aussi un acte de résistance contre l'oubli. La supplication est un livre qui est profondément russe dans sa tonalité mélancolique. Je pense que vous l'avez compris, même dans son rapport au sacrifice et au destin collectif. On est quelque chose de très, très russe. Voilà. Russe 20e siècle, définition, vous l'avez. Ouais. Mais c'est aussi un livre qui est universel. Il interroge la condition humaine face à la technologie, à la mort, à la catastrophe, mais aussi à la mémoire, comment on se souvient de ceux qui sont morts. C'est le requiem du XXe siècle. C'est un chœur de souffrance qui résonne bien au-delà des frontières du Bélarus et rappelle avec une intensité rare que le XXe siècle fut aussi celui des silences imposés, des vérités qu'on a volées et des survivants que l'histoire a parfois un peu trop vite oublié. Tout le monde pense à la Shoah, pour faire très simple. D'autres catastrophes sont un peu glissées sous le tapis. Bah, on oublie de plus en plus vite, hein, d'ailleurs, avec l'accélération de l'info, la diversité des populations qui portent pas la même mémoire, le même affect pour ce qui l'entoure. Enfin voilà, on peut blâmer ce qu'on veut, mais je pense qu'on le sait, il y a une faillite mémorielle hein, aujourd'hui. Ça, c'est Qui se évident. souvient des attentats de 2015. Ouais, non, mais bien sûr, c'est vraiment cette propension à l'oubli. Et c'est aussi, moi, ce que j'essaye de présenter, ça rejoint, c'est rigolo, tu vois, j'y pense, mais à la fois dans la littérature, même si les goûts sont... Enfin voilà, je lis un peu de tout, mais notamment aussi dans ce que j'ai pu faire en histoire. Quand je parlais de certains conflits, c'était surtout des conflits un peu oubliés, pour rendre mémoire à tous ces types qui avaient vécu ces choses-là. J'en aurai d'autres, j'en ferai d'autres, mais ça fait partie de mes motivations, ouais. De tous ceux parce que les survivants, mais aussi ceux qui n'ont pas survécu, et que l'histoire et qu'on a tous un peu oublié. Ouais. Franchement, c'est une large partie de ce que j'ai voulu faire dans mes foires aux livres et dans ce que je fais maintenant, notamment en histoire. Ouais, c'est un truc qui me motive beaucoup. Ouais. Je trouve ça assez important.
Comme l'indique le titre, la supplication, le livre est une prière. C'est une demande adressée au monde. Souvenez-vous de nous. Alexievitch se fait l'écho de toutes ces voix anonymes que l'histoire officielle pourrait oublier. Elle refuse alors l'oubli, le déni, l'effacement de tous ces gens. Et chaque voix dans ce livre est une tentative désespérée de donner un sens à ce qui semble en être dépourvu, de rendre mémoire, hommage à tous ces gens qui ont vécu cette catastrophe, qui ont agi, qui ont fait ce qu'ils ont pu pour la plupart. Et c'est rendre hommage à ces gens-là. Il s'agit également d'une critique du régime soviétique, de son cynisme et de sa bureaucratie, mais au-delà de la politique pure, entre guillemets, c'est l'humain qui est au centre. Comment vit-on après l'apocalypse? Comment transmettons une expérience que même les mots ne peuvent contenir? On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, on n'a pas les mots pour le faire. Comment on peut transmettre cette expérience et transmettre cette mémoire alors que des gens qui l'ont vécu ne peuvent même pas verbaliser ce qui s'est passé? La littérature est là pour ça. C'est Voilà. le mal dont on souffre tous. Comment on voudrait... Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui aiment la littérature, je pense qu'au fond d'eux, aimeraient beaucoup écrire et même sans avoir vécu ces choses-là, on n'a pas toujours les mots et la capacité de transmettre une partie de l'enseignement de ce qu'on a traversé, tout ça. Donc c'est toujours très intéressant. Ouais. Là, pour conclure cette petite capsule, la supplication de Svetlana Alexievitch est bien plus qu'un livre sur Tchernobyl, c'est pas un livre d'histoire. C'est une méditation sur le mal, sur la mémoire, sur la condition humaine à l'ère technologique et nucléaire. C'est un livre qui est nécessaire, d'abord parce qu'il est beau, parce qu'il est très agréable de le lire, mais aussi parce qu'il donne la voix à ceux qu'on n'écoute jamais, parce qu'il rend justice à des douleurs qui ont été tues pendant trop longtemps, et parce qu'il nous oblige à regarder l'horreur en face. C'est plus simple de lire des chiffres que de parler à quelqu'un qui a vécu l'événement. Dans une époque où on a des catastrophes multiples, on ne va pas en parler ici, je ne pense pas, on a un livre qui résonne un peu comme une alerte. Il ne faut pas comprendre la chose. Ça ne sert à rien. Bon, d'accord, le conflit israélo-palestinien, je connais tout depuis 1948. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que effectivement, on est rempli et on est tous un peu coupables, mais de gens qui savent tout. Écouter les gens, écouter ceux qui l'ont vécu, ça nous ramène aussi à notre propre ignorance, finalement. Donc c'est toujours très intéressant. Et c'était mon mot de la fin. Il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi écouter. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bah, de toute façon, on ne convaincra que des convaincus, donc ma foi. C'est sûr. Mais non, bah écoute, non, c'est très intéressant. Ouais. Très intéressant. Après, ça rejoint. Comment dirais-je, tu vois, dans les courtes remarques que j'ai pu faire, finalement on retrouve ce passé russe, on retrouve ces réflexes du régime, donc c'est toujours un peu, on n'est pas perdu. Finalement, j'étais pas surpris en lisant ça de voir certains propos, je m'y attendais. Et puis, in fine, ça rejoint, peut-être que je le lirai, parce que ça rejoint ce que j'ai envie de faire, effectivement, de mémoire pour ceux qui, entre guillemets, n'ont pas de lieu de recueillement et pas de lieu de mémoire comme d'autres. Et puis, ouais, nous ramener à notre propre ignorance et savoir écouter aussi les gens qui ont vécu ou même qui écrivent sur le sujet. Ou voilà, lire et écouter, je dirais. Autant qu'écouter, c'est lire et écouter, quoi. Pour comprendre. Donc, non, c'est toujours très intéressant. Bah écoute, c'est fini ? C'est fini pour moi. Ok, bah écoute, j'espère que ça aura séduit des gens, même d'autres œuvres. C'est très bien d'avoir présenté les autres rapidement. Je pense que elle a écrit sur des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, peut-être pas, parce qu'on reste dans des trucs connus, mais sous des angles peut-être un peu différents. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de m'alonguir sur ces autres livres, en fait. Je les trouve tous très intéressants. C'est top. Non, c'est très bien, top. Nickel, bah écoute, après la présentation de mercredi dernier, on a un autre... le catastrophisme mais réel, cette fois-ci. On n'est pas dans les prospectives, on est dans la réalité des radiations. Nickel, et bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup. C'était top. N'hésite pas, déjà tu reviens quand tu veux pour ce que tu veux. La porte est ouverte quand tu veux, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, je m'en branle. Donc c'est bon. Mercredi, alors je fais le petit programme vite fait. Mercredi, Skiros devait venir faire la Révolution industrielle 2, mais il a un petit peu de retard, il a eu un petit empêchement, donc on fera la tier list des avions à la place, et on verra si Skiros peut venir la semaine suivante, ce qui est pas sûr, mais on verra bien. Vendredi, je crois que c'est du Total War, enfin bon, je ferai des annonces dans le Discord s'il y a des gens intéressés.
Et dimanche, on parlera civilisation des mœurs. On parlera Norbert Elias, voilà. Norbert. Exactement, voilà. Donc on fera un petit topo sur la civilisation européenne, sa construction, et pourquoi elle est différente de toutes les civilisations d'importation qu'on nous dépeint comme interchangeables. Voilà, elle s'est constituée sur un temps long, ce qui en fait, comme toutes les autres d'ailleurs, une civilisation unique. Voilà. Bon, eh ben écoute, je te remercie encore une fois, c'était très intéressant. Encore une fois, moi c'est un auteur que j'avais en point de mire, si je puis dire, mais bon, est-ce que j'aurai un jour le temps de... J'ai tellement de trucs que je me dis que je lirai, que... Voilà. Sur ce, eh bien écoute, je te remercie, je remercie tout le monde, et je vous souhaite d'avance une bonne semaine. On se retrouve mercredi. Allez, à bientôt tout le monde.